Nos invités sont toujours avec nous avant de prendre la direction de Bamako. On reste un peu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, enfin à Kinshasa ou à Goma ou encore à Kigali. Pourquoi pas Nairobi au Kenya. C'est l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta qui est le médiateur. Il est mandaté justement pour apporter une solution à cette crise qui secoue la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda. Alors, Ibrahim Macha, vous aviez voulu tout à l'heure ajouter quelque chose. Oui, tout à fait. C'est pour parler de l'appel lancé par le président Félix Tshisekedi. Et je pense que cet appel doit être compris dans un contexte et dans une atmosphère qui explique la nécessité d'un tel appel. L'appel est lancé à l'endroit des Congolais, parce que des patriotes, le Congo, il y a une invasion rwandaise du Congo, donc le Congo est attaqué, donc il va falloir que la population se mobilise, puisque l'armée régulière essaie d'une manière ou d'une autre de contenir cette rébellion, mais elle n'arrive pas à venir à bout de la rébellion, donc il va falloir maintenant qu'on fasse appel à des volontaires, des gens aussi qui sont aptes à défendre la patrie, qui sont prêts à mouiller le maillot, comme on le dit, pour que la paix revienne dans la région est-congolaise. Donc voilà pourquoi le président a lancé cet appel. Moi, je ne vois pas l'appel à des fins électoralistes, comme les gens ont voulu le faire savoir, mais plutôt c'est une défense, une nécessité de défendre la patrie qui amène Tshisekedi à lancer cet appel. Et l'appel a été écouté, puisque quand vous voyez un peu l'engouement et la mobilisation et tout ça là, des jeunes pour pouvoir répondre à cet appel, je vois des femmes, oui, beaucoup, surtout la jeunesse. On sentait une certaine fougue, des gens qui étaient déterminés à aller défendre leur territoire, envahi par le voisin rwandais. Je pense que il fallait quand même replacer cela dans ce contexte qui le justifie et l'explique. En même temps aussi dire que quand on parle des FDLR qui ont été qui sont soutenus par Kinshasa, c'était à l'époque de Mobutu, parce que il y avait de l'autre côté, il y avait Kabila, qui était aidé par le Rwanda pour pouvoir venir prendre le pouvoir en RDC. Et donc Mobutu voyait cela, a aussi activé les Hutus, qui étaient aussi des Rwandais, mais qui étaient sur son territoire, qui essayaient de temps en temps aussi de faire des inscriptions au niveau de Rwanda pour créer du tort au régime Tutsi. Vous savez que les deux ethnies ne se portent pas dans le cœur, donc c'est pas ça. Donc voilà, et Mobutu a voulu surfer sur ça à une époque donnée pour pouvoir régler des comptes au Rwanda qui soutenait son adversaire, qui soutenait son ennemi juré, Kabila. Donc voilà le contexte qui justifie ce que nous appelons par les forces congolaises qui soutenaient les groupes rebelles du FDLR. Donc grosso modo, il faut dire que la solution doit venir au niveau d'un sursaut patriotique à tous les niveaux, que ce soit du côté du Rwanda, parce que dans la zone EAC, il va falloir qu'on fasse un effort nécessaire pour que la paix règne. Si la paix ne règne pas dans ces milieux où ils ont beau avoir des gisements, ils ne peuvent pas profiter, c'est la pauvreté qui va dicter sa loi aux populations là-bas. Malheureusement, ce sont les populations qui paient le lourd tribut. Alors Adam, à un moment donné, on voyait plus les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, nous dit-on. Ces rebelles ont véritablement avancé. On dit qu'ils sont à quelques kilomètres, une vingtaine de kilomètres de Goma. Mais ces derniers temps, on a vu aussi la réaction de l'armée congolaise. Alors, qu'est-ce qui peut apporter la solution? La médiation, la négociation? Oui, bon, naturellement, vous savez, l'Afrique est réputée être ce continent-là où les pourparlers ont été toujours des mécanismes assez efficaces pour la résolution des crises. Vous savez, l'avancée donc du M23 et surtout, Akli sur le coach en parlait tantôt, lorsque vous prenez la manière dont les localités ou les zones qu'ils ont donc conquis sont exploitées, c'est tout comme s'ils sont sur un territoire conquis. Et là, vous n'allez le constater que lors de l'époque coloniale où pratiquement, lorsque le colon arrive, il essaie véritablement d'exploiter à suffisance le territoire. Et lorsque vous les prenez actuellement, vous verrez quoi? Vous verrez que ce sont des gens qui sont en train de malmener la population sans état d'âme. Et donc, cela n'augure pas véritablement le concept qu'on aurait pu donner donc à une rébellion qui se trouve être
des populations qui se révoltent contre des facteurs qui n'aimeraient pas en termes de gouvernance pour la plupart du temps. Et donc je pense que c'est ce facteur-là, lorsque nous le définissons, prouve suffisant véritablement que dans cette rébellion-là, comme d'ailleurs même l'a évoqué le président Ourou, il a fait remarquer qu'il y avait non seulement des Congolais, mais également des étrangers, sans toutefois les citer. Et moi, je pense que ce rébellion-là est majoritairement étranger, pour la simple et bonne raison qu'ils sont en train de se comporter comme s'ils étaient donc sur un territoire conquis. Mais en tout état de cause, je pense que c'est pour parler là, il faudrait véritablement donc les encourager, les renforcer également si besoin serait, comme je le disais au préambule de mes propos, en faisant véritablement introduire véritablement, disons, des émissaires rwandais délégués par le gouvernement rwandais qui puissent véritablement prendre part, et donc les responsabilités seront véritablement donc partagées, et les gens on pourra donc les mettre devant les responsabilités. Si tel est qu'il y a véritablement donc des indices qui prouvent que le Rwanda soutiendrait donc cette rébellion-là, malheureusement malgré les frappes aériennes qu'on a constatées ces derniers temps du côté des forces régulières de la RDC, cela n'a pas freiné l'élan donc de cette rébellion-là. Et moi je me dis, ces appels-là, je les prends avec beaucoup de pincettes, étant donné que ils ne sont pas audibles jusqu'au jour d'aujourd'hui. Puisque le président Ourou est là, malgré ça, on a encore annoncé d'ailleurs même l'avancée sur un autre front du M23, et tactiquement ça vous a dit quelque part qu'en termes d'armement, ils sont supérieurs que l'armée régulière, en tout cas pour le contingent mobilisé pour combattre. On constate véritablement que la balance est beaucoup plus tourne vers à l'avantage du M23, et je pense que Tshisekedi, d'abord il y a des leçons également à tirer après ce premier élan qu'il a constaté. Je pense qu'il doit faire également comme ses voisins, parce que nous sommes dans des zones où régulièrement on constate qu'il y a donc des incursions, que ce soit au niveau des groupes armés, mais également par des rébellions. Il faudrait quand même que vous ayez une armée. Au point, il y a plusieurs présidents qui ont essayé donc d'appeler nos dirigeants à pouvoir mettre, surtout il y avait l'ancien président tchadien qui le faisait régulièrement, appelant donc les dirigeants africains à pouvoir mettre leur armée au point, comme c'est le cas par exemple au niveau du Rwanda. Donc je pense que même si les armes venaient donc à se taire, il faudrait quand même que Félix Tshisekedi puisse, surtout comme il a l'ambition de pouvoir donc se présenter pour un second mandat, arriver véritablement à mettre en place une armée républicaine qui répond aux enjeux et donc du contexte tel qu'il se présente actuellement. Après la France et la Suède, il faut expliquer aussi que l'armée congolaise est habituée à ce genre de combat, puisqu'en 2013, si j'ai bonne mémoire, elle avait pu chasser le M23 du territoire et qui s'était réfugié vers l'Ouganda. Et c'est après que le M23 s'est reconstitué et revenir encore. Donc il faut dire que dans la zone où se passe le combat, il y a aussi un enjeu du contrôle des mines, qui ne dit pas son nom, et sans oublier aussi, vous savez que sur le continent, il y a de ces multinationales et l'industrie de l'armement qui sévit aussi. Bon, on cherche aussi des débouchés pour pouvoir couler les armes en stock, et en même temps aussi l'industrie, et quand je parle aussi des multinationales, c'est comment faire pour profiter du cobalt, du diamant, de tout ça, tout ce qu'il y a comme minerai et indispensable à alimenter les industries en Occident. Après la France et la Suède, le Royaume-Uni a annoncé ce lundi 14 novembre le retrait de ses forces du Mali. Les troupes britanniques déployées dans le pays dans le cadre de l'amunissement, la mission des Nations Unies, sont pourtant connues pour leurs équipements de haute technologie permettant de nombreuses victoires face aux groupes armés. Alors, coach Essokwamivi à Clesson, on l'a dit, après la France, il y a eu la Suède. Après la Suède, c'est maintenant le Royaume-Uni. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les femmes sont en train de faire tellement ce bon boulot que tout ce monde peut quitter le Mali? Si tu le permets, avant même de répondre à cette question, permets-moi de bifurquer sur la RDC
sur le propos de Ibrahim Acha. Il y a un souci sérieux à ce fond. Même les multinationales, quand ils viennent, les Blancs ou ces multinationales ne tirent pas sur nos frères africains ou nos sœurs. Ce qui est bizarre, c'est que ce sont nos propres frères et sœurs ou nos propres frères qui tuent d'autres frères africains. Le Blanc, il peut chercher de l'argent, mais quand il vient te proposer, à toi de dire non ou pas. On dit par exemple l'économie rouge, le commerce des enfants ou des êtres humains est interdit. Pourtant, les gens en font. Mais on ne va pas accuser ceux qui achètent l'organe humain ou ceux qui achètent parce que c'est eux qui le font. Mais conscientisons nous-mêmes parce que ce n'est pas parce que la drogue te rapporte de l'argent que toi tu dois forcément le faire. Il faut voir le côté humain, le côté patriote de l'Afrique dont on parle. Donc il faudrait que ces gens de personnes se disent que l'argent c'est bien, mais ce n'est pas tout l'argent, n'importe quel argent qui est bien. On appelle dans le jargon militaire ou bien dans le jargon des Nations Unies, il y a l'argent sale. S'il faut le dire, il faudrait que les gens arrivent à protéger leur pays au lieu d'ouvrir leur pays et leurs frontières aussi vastes, libres qu'aux gens. Donc c'est ce qui m'a écœuré et par rapport à cela. Maintenant, je ne pense pas que le Mali ou le FAMA a été compétente, c'est pourquoi les gens partent. Vous voyez, le Mali a créé un problème à effet domino. En voudra, c'est que je pense qu'on l'a plusieurs fois dit ici, les Occidentaux sont tellement intelligents et organisés que quand vous avez problème avec un, vous avez problème avec eux tous. Et j'ai l'impression que le Mali a ignoré cela, ou nos frères panafricains ont ignoré cela, pensant qu'en se liguant contre la France, c'est avec la France seule, ils ont problème avec tous les Occidentaux. Vous voyez, et actuellement, d'après les accords qu'il y a entre les gens au sein de l'Union européenne, quand ils se retirent, les autres vont partir dardard. Et les gens ont tendance à penser que ce que la France va perdre au Mali, la France ne peut pas retrouver ça ailleurs. Non, c'est pas comme ça. Et des gens nous mentent que l'Afrique regroupe à elle seule 80% des ressources. C'est faux. Ouais, les États-Unis étaient le premier consommateur du pétrole, le deuxième producteur. Actuellement, avec la crise, ils sont revenus à la tête. Les États-Unis avaient des gisements de pétrole. Ils ont laissé ça. Et jusqu'à présent, on a découvert des gisements en France au niveau de l'Alsace-Lorraine et au niveau des Alpes. Donc, les gens là, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas changé comme on l'avait prédit. Bon, sauf qu'ils voudraient seulement exploiter pour nous. Afrique, ouais. Et les gens pensaient que ce sont des gens dépourvus de tout bien. Imaginez, comprenons que les Blancs sont venus en Afrique parce que ce sont des concurrents et les impérialistes. Dans aucun document, vous n'allez jamais trouver qu'on appelle impérialiste quelqu'un qui est doux. Comment dire, avec les autres, non, ce sont des gens qui cherchent de l'argent. Comme nous-mêmes on l'a fait ici, quelqu'un qui achète moto et campe à quelqu'un d'autre. Voilà comment il est envers celui qui a campé. Donc, les gens sont venus uniquement pour chercher de l'argent. Ils n'allaient pas nous doloter, qu'on soit sûr et certain pour ça. Maintenant, c'est peut-être qu'on sait maintenant comment le faire, on le fait mal. Le Mali actuellement, supposons que l'aménagement est parti. Est-ce que le Mali, avec son ami Wagner, ils vont assurer, parce que quand vous lisez le rapport des Nations Unies, il y a eu 375 exactions commises ou violations des droits de l'homme. Est-ce que ces rapports aussi sont toujours vérifiés? Vous voyez, moi je veux pas. Il y a quelques fois. Non, je ne veux pas jouer. La France a commis des pires exactions. Oui, on n'a pas vu ça. Non, vous voyez, justement, ça dépend de comment l'Afrique finance ses journalistes pour qu'on ait des informations vraies et fiables. Les Blancs ont transformé leurs médias comme un pouvoir. Chez nous, on n'en a pas fait. Maintenant, quel journaliste africain peut aller nous dire que lui va contredire ces rapports? 80% même de nos leaders n'écoutent que RFI, on peut dire n'importe comment. Moi, jusqu'à présent, c'est-à-dire que même nos problèmes, c'est les Blancs qui viennent révéler quels problèmes on a. À tel point qu'on n'outille pas, on ne donne pas les moyens à nos journalistes pour qu'ils fassent des investigations, pour trouver des informations vraies. Même notre fameux, comment on appelle le journaliste camerounais qui a quitté RFI, là, j'oublie son nom là, Alain Foka. Alain Foka même. Il n'a pas quitté. Non, il a dit qu'il va quitter avec le coalition et quoi là. Donc, les moyens même qu'il utilise, ce sont les moyens qu'il a reçus, qu'il avait gagné, tout ça là au niveau des médias français. Donc, c'est pour dire que jusqu'à présent, je ne voudrais pas que les gens essaient de nous tromper. Quand les Blancs donnent une information, du moins, il y a une vérité dedans avant qu'on voit le reste. Donc, sur ça, je me dis que
nous connaissons nos militaires ici et partout, que ce soit en Centrafrique, tous nos militaires commettent des réalisations. On le sait toujours et il faut l'accepter pour changer. Les Blancs en ont commis. On ne va pas à mentir sur ça. Maintenant, quand les Blancs viennent commettre, ils sont des étrangers. Ils commettent parce que nous aussi nous allons commettre. Tout ce que nous faisons, l'armée malienne, est-ce qu'elle est efficace aujourd'hui pour faire face à un territoire qui va au-delà d'1 million de kilomètres carrés? Non. La preuve, c'est que jusqu'à présent, le centre jusqu'au nord du Mali n'est pas conquis. Donc, je me dis que cet effet domino va même toucher les États africains et que tout le monde va sortir de temps en temps et le Mali va se retrouver seul. Les gens pensaient que comment dire? En off, déjà, on parlait de la Côte d'Ivoire. Oui, les gens disaient que pour des gens, c'est qu'ils se basaient sur ces déclarations de Protagoras qui pensaient que l'enfer, c'est les autres. Mais plutôt en diplomatie, l'enfer, c'est l'absence des autres. Quand les autres ne sont pas avec vous, vous ne pouvez pas vous en sortir. Économiquement, militairement, le Mali ne peut pas sortir. Et que nos frères le comprennent, on n'est pas contre le Mali, mais ce sont des réalités. Je ne sais pas comment on doit faire, mais quand tout le monde quitte le bateau, ça va chavirer. Alors, Ibrahim Macha, qu'est-ce qui peut expliquer cette décision du Royaume-Uni? Non, je veux dire que c'est par solidarité. Comme ça se passe, oui, comme il a dit, c'est ça. Ça se passe au niveau des puissances occidentales, surtout au niveau du G7, quand un des membres est en difficulté dans un territoire, par solidarité, et tous font un effort nécessaire pour être solidaires avec l'État en question. Donc aujourd'hui, il s'agit de la France qui est en difficulté au Mali, et donc ça doit de facto affecter les relations entre certains pays européens vis-à-vis du Mali. Donc c'est ce qui se passe. Donc, mais il n'y a pas que les Européens. Avant, on avait vu les forces égyptiennes également. On parle d'un retrait peut-être à venir de la Côte d'Ivoire, retrait progressif également. Non, mais n'oubliez pas que derrière ces puissances européennes, il y a toujours cet alignement de certains pays africains. Quand pays africains financés la force là. Quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, on va directement le lien de la métropole de la France. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas à chercher entre midi et 14 heures. L'Égypte et les États-Unis. Et vous savez que et la France, et les États-Unis, et l'Angleterre, et les autres pays, l'Allemagne et tout ça là, ils se sont coalisés contre le Mali. Ça, c'est clair. Et c'est connu de tout le monde. Parce que le Mali dit qu'il ne veut plus de la France. C'est légal, mais il faut laisser les gens décider volontairement de leur partenariat. Il s'agit d'un partenariat efficace. Le Mali a décidé de de s'allier à la Russie. Et pas à la Russie officiellement. Non, à la Russie. Moi, je parle de la Russie. Et de tout faire pour pouvoir chasser les rebelles. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que depuis que le Mali s'est allié à la Russie pour chasser les rebelles, mais il y a des résultats vraiment tangibles, des résultats mais qui dépassent même l'entendement des Maliens eux-mêmes, parce qu'ils ont réussi à neutraliser les groupes terroristes et à les chasser. Et aujourd'hui, quand vous voyez même ces groupes terroristes qui sévissent au Mali, mais la grande majorité sont descendus vers le Burkina et ils progressent vers la côte. Ça voudrait dire qu'au Mali, il y a du feu. Les Maliens ont tout fait pour avoir l'arsenal militaire qu'il faut, la logistique qu'il faut, la couverture aérienne qu'il faut, les renseignements précieux qu'il faut pour pouvoir neutraliser ces terroristes. Et c'est ce qui se passe actuellement au Mali. Et le Mali n'a même pas cure. Ben, si la France part, le Mali n'a cure de ça. Même si la force anglaise qui annonce aussi son départ, puisqu'il faut aussi rappeler que la force anglaise est à 6 mois de son retrait. Donc 300 personnes qui vont partir, c'est rien pour le moment en matière de sécurité, en matière de stratégie, en matière de positionnement au niveau du Mali. Le Mali a l'effectif qu'il faut avec l'apport de Wagner, l'apport de la logistique russe. Le Mali est en train de gagner du terrain par rapport à la lutte contre les djihadistes. Et ça, c'est des faits que nous, Africains, nous devons savoir. Et ça nous amène en même temps à rejoindre en même temps ce que dit le professeur Robert Doucet par rapport à l'africanophonie qui doit nous guider maintenant. C'est-à-dire que les Africains doivent savoir que nous devons compter sur nous-mêmes. Nous ne devons plus être d'éternels enfants et avoir des rapports de vassalisation avec les Occidentaux. Parce que les rapports de vassalisation avec les Occidentaux amènent l'Afrique à être l'Africain que nous sommes, à être d'éternels enfants, des gens qui tendent toujours la main. Mais il va falloir qu'à un moment donné, nous décidons de savoir avec qui nous allons cheminer et pourquoi nous cheminons avec cette personne. Si le Mali décide de cheminer avec la Russie, c'est parce que le Mali se rend compte qu'avec la Russie, il a la logistique qu'il faut, il a le renseignement qu'il faut et tout ce qu'il a comme chose acquis avec la coopération avec la Russie, mais ça donne des résultats
précieuses, de très bons résultats sur le terrain dans la lutte contre les terroristes. Il va de soi que ça décourage aussi le partenaire anglais qui voit la France chasser de ce territoire, puisqu'ils travaillent en synergie. Si la France n'est pas là, peut-être que la France leur servait peut-être de couverture par rapport à certaines, comment l'appelle-t-on là, certaines interventions en choses sur le terrain, parce que quand vous sortez avec vos chars et tout ça là, il faut une couverture aérienne, il faut aussi le renseignement, il faut aussi les précurseurs, ce que nous appelons les, comment les appelle-t-on là, les éclaireurs qui sortent sur le terrain, qui vous disent qu'à cette zone c'est ceci, cette zone c'est il y a des mines ici, et avoir aussi la carte qu'il faut, la carte sécuritaire, puisque ça, la France était au Mali depuis, donc elle a pu peut-être dresser la carte sécuritaire qui aide les forces anglaises. Si la France n'est plus là, il est automatiquement raisonnable que la force anglaise se sente aussi limitée dans ses interventions au Mali, et d'où la décision de partir. Ça ne bien évidemment, 300 personnes, je ne vois pas ce que ça peut constituer comme perte ou bien handicap pour l'armée malienne. Alors, Adam, j'ai pu retenir quelque chose dans l'intervention de Adam Adjornou. Ce départ des forces anglaises, ce départ ne fera rien au Mali, parce que le Mali, surtout les FAMA, sont en train de progresser et il y a des résultats tangibles. De toutes les façons, vous savez, moi je suis très dubitatif en ce qui concerne donc ce retrait des forces anglaises du territoire malien. Dans un premier temps, vous savez, d'après les informations que l'on a, lorsque vous prenez aussi bien la logistique mobilisée par les forces anglaises qui essaient sur des terrains très glissants où vous prenez la plupart des armées qui n'arrivent véritablement donc pas à investir, il est évident que nous puissions donc nous inquiéter. Et au même moment, à partir du moment où ce n'est pas le Mali qui a décidé de ce retrait-là, ça voudrait dire quand même que le positionnement de l'armée anglaise sur le territoire malien en était pour quelque chose. Mais au même moment, vous savez, je pense que lorsque nous prenons la solidarité des pays occidentaux a atteint un niveau à telle enseigne que nous-mêmes nous nous embourbons sur les stratégies de coopération entre nos États. Vous savez, moi j'ai pu constater que lorsque vous prenez au niveau des sanctions contre le Mali d'antan, la solidarité également ne s'était pas donc exprimée. Vous allez constater également au niveau de l'arrestation des 49 militaires ivoiriens, la solidarité également ne s'est pas exprimée. Le retrait annoncé de la Côte d'Ivoire, le retrait progressif de son arsenal militaire au niveau du Mali, ça voudrait dire quand même que la solidarité également de ce point de vue ne s'est pas exprimée. Quelque part, moi je pense que normal, en temps normal, ces retraits-là, si tel est que nous avions compris le degré, le niveau élevé de la solidarité des pays occidentaux, et surtout, lorsque vous priez, parce qu'on ne va pas le perdre de vue, parce que le retrait de la France va indubitablement induire d'autres retraits également des pays occidentaux. C'est clair. Ça, c'est une évidence, compte tenu du fait qu'ils ont compris réellement le niveau de la solidarité contre les pays africains. Bon, entre griffes, par contre, mais à partir du moment où vous vous retrouvez dans un même territoire, où vous partagez les idéologies ensemble, il faudrait quand même qu'il y ait une solidarité. Ce que nous ne constatons pas, surtout lorsque nous prenons nos démembrements africains, naturellement, donc la CEDEAO. Quelque part, vous savez, moi je pense que ces retraits, c'est vrai, au niveau du Mali, cela doit normalement inquiéter, puisque de toutes les façons, il y aura également d'autres retraits. Et comme je le disais, si réellement nous étions solidaires, c'est vrai, moi j'ai toujours dit, la force onusienne au niveau du Mali, pour moi, est une force d'embouteillage. Et au même moment, je pense que si cette solidarité, nous avons vu au début de cette crise-là, le Tchad, qui avait donc mobilisé un contingent qui n'était pas sous le couvert des Nations Unies, mais qui a pu quand même freiner des résultats sur le terrain. Et aujourd'hui, qu'on prenne le Togo, le Bénin ou tous ces pays-là, au même moment, je pense que... D'ailleurs, le Bénin aussi avait annoncé son retrait. Tout à fait. Et puisque nous sommes dans l'idéologie mondiale où, de toutes les façons, vous ne pouvez pas être contre le fait qu'il y ait donc une force onusienne déployée au niveau du Mali, pourquoi pas nos pays? C'est vrai que la plupart du temps, on annonce la question de ressources qui freinent en réalité dans le déploiement des forces, parce que aujourd'hui, ce que soit le Togo, comme je le disais tantôt, peut décider d'envoyer des troupes qui ne sont pas sous le couvert onusiennes combattre aux côtés des Maliens.
Et là, on serait en face des forces qui vont combattre le terrorisme et non pas des forces de maintien de la paix. C'est ce que nous voudrons en réalité, que nos pays sous-régionaux puissent donc s'exprimer aux côtés de nos frères maliens pour exprimer réellement donc cette solidarité-là qu'on n'entend pas. Et donc je pense que ces retraits-là doivent amener ces pays-là à comprendre qu'on doit changer de paradigme, faire en sorte que, comprendre réellement que lorsque le Mali est menacé, c'est vrai, nos pays sont menacés. Et ça, il n'y a rien à dire. Tout le monde est conscient là-dessus, puisqu'au jour d'aujourd'hui, ça avance et nous, les pays côtiers, ne sommes pas à l'abri. Et donc, je pense que ce paradigme-là doit changer et faire en sorte que nous ayons nous-mêmes pas les moyens, parce que nous voulons aider un pays. On n'entend pas forcément que la France ou les États-Unis viennent financer les forces que nous déployons au niveau du Mali. Il faudrait quand même que nos pays puissent réellement commencer par le faire et éviter que le Mali, pour des jours à venir, c'est vrai qu'on le dit, le Mali a acquis du matériel qui continue par monter en puissance, mais au même moment, il y a également des rapports qui nous montrent autre chose. Qu'au nord, par exemple. De toutes les façons, il y a des autorités maliennes qui sont conscients, qui ne maîtrisent pas la totalité de leurs frontières terrestres. Ça veut dire quand même qu'il y a des efforts à faire. Mais c'est une seule partie ou des positions qui sont aujourd'hui mieux encadrées. Donc aujourd'hui, le Mali n'a pas les moyens nécessaires, les troupes nécessaires, l'effectif nécessaire pour réellement donc chasser ces djihadistes-là. C'est un combat de longue haleine, mais je pense que nos pays, si nous nous mettons ensemble, nous devons quand même déployer pour permettre au Mali de pouvoir trouver sa quiétude et la totalité de ses frontières. Et je pense que c'est la sous-région ouest-africaine qui gagnerait que de pouvoir rester en regardant des Occidentaux. Puisque moi d'abord, lorsque vous prenez les motifs avancés par les Grands-Bretagne, ce ne sont pas des motifs qui sont loin, des motifs avancés également par la France. La France. Et dans le temps, c'est pourquoi Ibrahim et son ont parlé de solidarité. Que, voilà, la solidarité, il a exprimé, il faudrait quand même que cette solidarité, nous la comprenons et que nous l'exprimons aux côtés du Mali, parce que nous sommes également menacés au même titre que le Mali. On va marquer la pause pour le journal. On revient pour la suite. On va parler encore un peu du Mali avant de filer en Libye.